Benoît. C'est parti. Moi, je pense que quand on s'engage face caméra, Le plus dur, c'est quand tu prévois des vacances de Noël, que t'as une grosse merde dans l'entreprise et que t'appelles et puis que tu dis Lucie, tu pars sans moi. Et le peut-être, quand t'as le peut-être. 3 entrepreneurs, 3 micros, une seule règle, dire la vérité. Swan Zanik, Justin Bagari, Benoît Kless, ils sont entrepreneurs. Et surtout, ils n'ont pas peur d'en parler. Succès, galère, argent, ego, famille. Ici, tout passe au micro. Bienvenue dans La Cage est ouverte. Pas un podcast, un cri. Épisode 2, la cage est ouverte, scène 1, prise 1. Magnifique. ça me plaît toujours autant ça. Voilà. On est devenu plus pro avec le clap maintenant. Voilà. On sent que c'est l'épisode 2 quand même. C'est ça. Bon, le fameux. La cage à Swan. Voilà, Il n'y a que maintenant... des Swan dedans, non? Oui, il y a- Ah bah du coup c'est lui qui va tirer au sort. Ben Donc, oui, c'est lui la main innocente maintenant. Allez. Swan, il va tomber sur Swan, je te dis. Tiens, t'as laissé? Bah oui, je les ai laissés. Benoît. C'est parti. Bon, Benoît, Mhm. t'es prêt pour... C'est à vous qu'il faut poser la question. Ah, Il va nous là, secouer. il va nous secouer. Non, C'est- non, non. c'est- Non, Là, ça fait là, c'est nous longtemps. qui posons les questions, car tu sais que c'est à toi d'expliquer, c'est Non, pas... ça dépend comment je réagis. Oui, c'est pas faux. On a dit on se libère donc. Ouais. La même question que Swan. Est-ce Mhm. que tu peux si tu devais te pitcher à nos auditeurs, te présenter? Ouais, bah je vais essayer de le faire sans redondance par rapport à la présentation qu'on fait dans le podcast. Disons-le différemment, donc j'ai 34 ans, je suis accro au sport extrême, ça je le mets dans la présentation. C'est important pour moi parce que je suis un amoureux des expériences de la vie, de l'expérimentation de la vie. Et donc tout ceci m'a amené à avoir 2 enfants, c'est de l'expérimentation de la vie. Un sport extrême. C'est un sport extrême. Un autre sport extrême qui est d'avoir repris une entreprise d'une façon un peu particulière, qui est l'entreprise qui nous accueille aujourd'hui, de la Rosa Industries, et de la piloter d'une façon très particulière. Je pense que ça va être des sujets. Et un mot par anodin, piloté. Piloter, Ok. même pas anodin, surtout pour la suite potentiellement aussi. Et puis voilà, disons que j'aimerais me définir comme quelqu'un de complètement taré dans ce que je fais. Ah, pourquoi Excessif. tu dis ça, taré? Ça me C'est rassure, fort en comme fait. mot, c'est Ouais, fort, ouais. c'est puissant comme mot. En fait, je suis assez très excessif, voire extrémiste dans mes façons de faire, mais vis-à-vis de moi-même. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de respect pour les gens qui m'entourent et j'essaie de ne pas trop impacter les gens par mon excessivité, mon rythme de vie qui est intense. Et donc j'essaie de le limiter pour pas trop faire de mal autour. Ça pourrait, mais j'adore ça en fait, ça me fait partie de l'expérimentation de la vie, ça fait partie d'une des 5 valeurs intrinsèques hautes que j'ai, puisque j'ai un passé de coach avant d'avoir repris l'entreprise. Ok. Et j'ai énormément travaillé sur ma vision, là où je veux aller, pour quelles raisons, et comment vivre le plus agréablement possible cette recherche de performance, et qui me sert au quotidien aujourd'hui. Ma formation de coach me sert beaucoup plus aujourd'hui en tant que patron d'entreprise que quand j'étais coach. C'est assez, Et j'ai repris même le coaching, j'ai des collaborateurs qui m'ont demandé de les coacher par l'opportunité que tu m'as apporté, Justin. Donc, Super. voilà. Tu disais que tu as beaucoup travaillé ta vision. Ouais. Si tu peux en dire un petit peu plus là-dessus. Oh. C'est vaste. Ouais, je vais tricher un peu, vous connaissez un peu la vision que j'ai. Selon vous, ce qui est intéressant, parce que l'idée c'est que ce soit intéressant, c'est de parler directement de la vision ou de choses plus anodines, enfin... Ok, bah moi je vais te poser une question Ouais. parce que je connais ton parcours. Quand tu m'as expliqué ce que tu as fait, d'où tu viens, il y a un moment clé
dans ta vie, Oui. on parlait de coaching, Ouais. qui t'a fait basculer. Oui. Oui. Tu peux raconter ce Ouais. moment-là? Moi, il me plaît, c'est un moment que j'adore. Où je me fais coacher, finalement. Oui, c'est ça complètement. Ok. Bon, mon parcours, bah en fait, du coup, ça va reprendre mon parcours, c'est très bien. Moi, je suis un manager de base. J'ai fait un DUT génie mécanique et productique, ensuite une licence en alternance de management. Et puis, j'ai tout de suite été manager. Donc, à 18 ans, mon premier job, je manageais. Ça reprend ce que tu disais, c'est pour ça que ça me parle, toi, vous deux, de dire on est en lien avec des gens qui ont l'âge de nos parents. Moi, j'ai mon premier job, je suis désolé de le dire, mais j'ai licencié quelqu'un qui a l'âge de mon grand-père. C'était un peu particulier. Effectivement. Pas fier, hein, j'étais pas patron, donc je prenais pas toutes les décisions, mais j'ai dû les assumer. Donc manager, j'ai adoré, et dans la grande distribution alimentaire, puis du bricolage chez Leroy Merlin. Je les cite parce que j'adore cette entreprise. Je trouve que c'est une boîte qui est vraiment fantastique, autant en tant que client qu'en tant que salarié. Et en fait, arrivé à un moment, j'ai évolué, pareil, d'une façon que normalement on n'évolue pas. On n'évolue pas dans le même magasin, mais j'ai évolué dans le même magasin parce qu'ils voulaient me garder, etc., etc. Et puis j'ai aimé un challenge assez important. Et au moment où on me proposait potentiellement de rentrer dans le parcours de l'évolution supérieure, je me suis dit, bah finalement, est-ce qu'il n'y a pas autre chose ? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose ? L'autre chose, c'est quoi ? En faisant des recherches, la suite logique d'un manager, c'est de continuer. J'ai commencé déjà à avoir un peu des trucs sur la psychologie, des formations. J'avais un peu écoulé toutes les formations que Leroy Merlin proposait sur la psychologie. Et donc, j'ai voulu aller plus loin. Et ce plus loin, c'était le coach. Au début, c'était coach sportif, parce que sportif, muscu, nanana, Tu fais de la muscu? un peu. Ok. Ça se voit pas. Ça se voit pas. Depuis... Tu viens de commencer? Ah ouais, c'est ça, 2 mois. Et je suis naturel. Pour le coup, je suis naturel, mais ça fait 17 ans que j'en fais. C'est le gars qui se crame. Voilà, Tu sais, comme dans les vidéos. Non, non, non. Mais ouais, non, ça fait 17 ans que je fais de la muscu. De base, je fais de la muscu parce que sport extrême, motocross. Et j'ai commencé la musculation pour me renforcer, pour faire tenir la moto. Et ça m'a plu, voilà, cette discipline, donc j'ai continué. Donc, je reprends. Non, mais c'est bien. Coaching sportif, mais j'en ai fait un peu pour le plaisir, accompagner des gens, voilà, nutrition, tout ça. Mais c'était pas tout à fait ça. Je m'intéresse au coaching psychologique. Et là, il y a un vrai truc. Il y a un vrai truc qui se passe. Je me forme. Et en fait, c'est un peu... ça a été un peu le biais, c'est-à-dire que j'essaie de proposer à mes clients, au tout début de proposer à mes clients ce que j'essayais d'avoir moi. Ça, c'est souvent d'ailleurs les coachs, je suis désolé, mais c'est souvent ce qu'ils font. Mais du coup, je me suis fait coacher en même temps. Donc, essai, j'ai fait plein de formations, donc c'est du coaching en performance, vraiment je me suis spécialisé là-dedans, performance psychologique, programmation neurolinguistique et aller jusqu'à l'hypnose. Je suis formé aussi en intelligence émotionnelle, en anglais, c'était en anglais, donc c'était plutôt content. J'ai accompagné plein de managers en transition pendant le Covid, en visio, donc je suis pour une grosse banque. Et voilà, et j'ai accompagné des clients sur la performance. Des patrons d'entreprise, des sportifs, et puis des gens qui avaient juste besoin de changer de vie. Et puis je vivais en fait par procuration les victoires de mes clients, surtout les chefs d'entreprise. Parce que je les accompagnais pas sur le quotidien, et ils savaient que j'avais pas cette prétention-là. Par contre, de les amener sur ok, on se sort de. Il y a des emmerdes, on se sort de ça, on écrit et on avance. Le faire, quoi, le coaching du faire. Et donc je me fais coacher, et je monte en puissance sur les coachings, et je tombe sur du coaching haut de gamme, et où là je me prends une grande baffe dans la gueule par ma coach, qui me dit bon, en fait arrête de te raconter des conneries, je fais un gros résumé. T'as envie de plus grand. Qu'est-ce qui t'a fait à un moment donné basculer là-dessus sur ce coaching, de dire ok, il faut que je passe un step? Est-ce qu'il y a eu des déclics? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur de ça ou pas? C'est la recherche de toujours plus.
ce qui est mon quotidien aujourd'hui aussi. Ce côté extrême que tu disais Ouais, aussi, exactement. ce côté d'aller chercher C'est ça, mais toujours pas. Le coaching, ça me plaît énormément. Je pense que les personnes que j'ai coachées en ont vraiment tiré beaucoup de bénéfices. Et je pense sincèrement que j'ai été un très bon coach. Mais moi, personnellement, j'étais pas un excellent coach. J'étais très bon, mais pas excellent. Et donc, il manquait quelque chose. Et je voulais... À la base, j'allais voir cette coach pour m'améliorer dans ma pratique du coaching. Ok. Et elle a été très performante à me secouer, à détecter quelque chose potentiellement. Et c'est là où finalement j'ai pas vraiment de mérite là-dedans. Le mérite que j'ai eu, c'était de dire je prends un coaching haut de gamme, je claque beaucoup d'argent là-dedans, j'investis sur moi et j'avance. Pour que ça parle vraiment à tout le monde, quand tu dis beaucoup d'argent, une notion, si... Alors je venais de sortir de... Putain, faut que je m'en souvienne. Je venais de sortir de 2 coachings déjà high ticket qui étaient à 10 000 puis 1000. Ok. Sur la même année, donc c'est impactant quand tu lances ta boîte. C'est pour ça que je te demande ça, c'est que c'est Ouais. pas anodin. C'était à all-in, hein. 2 7 sets tapis. Ouais, 2-7 tapis. Faudrait qu'on explique quand même pourquoi on fait. Et en fait, je tombe sur la coach de mon coach. Qui là, ça match vraiment. Et elle propose pareil un ticket d'entrée assez élevé. Et je pense que c'était du même ordre en fait. Donc, oui, parce que je crois que dans une année, j'ai mis 25 000 € de coaching. Tout est allé là-dedans. Tout. D'accord, parce Les que vacances, tout ce que j'avais est passé dedans. Parce que tu facturais combien toi à l'époque du coup le coaching, tu avais des taux horaires Non, c'était le coaching c'était 3 mois, 3 600 €. D'accord, c'est toi tu facturais ça à tes Je facturais ça à mes clients, ouais. Et après il y avait des plus petites parties, un peu moins chères, tout ça, mais le coaching de base était dans ces eaux-là. Ok. Et donc ça... L'investissement sur soi-même, c'est... Ouais. C'est de la vraie... En fait, c'est de la vraie... pas de la vente, mais c'est de la vraie proposition. En fait, clairement, quand t'as quelqu'un, et ça m'est arrivé, quelqu'un qui est au chômage et puis qui met ça sur toi, qui investit sur elle, mais qui dit je te fais confiance, on y va, t'as une vraie responsabilité, quoi. Mon job, c'était de de les aider à changer leur vie. Et pour la grande majorité, je pense que ça a été le cas. Après, tu vois pas parce que tu as des effets très court terme. Oui. Le but, c'est de voir si le long terme... Mon job, c'était le court terme de changer leur vie. Après, la suite, c'est un peu... Tu prends ta responsabilité aussi, quoi. Hein. C'est la différence entre un coach et d'autres thérapies. Oui, c'est pas de la Qui me plaisent magie non moins. plus. Le but, c'est de les rendre responsables au final. Voilà, c'est de leur faire comprendre qu'ils peuvent. Une fois qu'ils ont compris... Quand tu comprends que tu peux, c'est beaucoup plus simple de dire « je continue ». Même si à un moment, ça bloque. Enfin, voilà. Donc cette personne me dit sors-toi les doigts. En fait, il y a un exercice qui était bluffant. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup. J'ai des facilités à bosser dur. Et c'est un exutoire de bosser dur. C'est facile. En fait, on se dit, voilà, tu bosses dur, voilà, au moins je fais ce qu'il faut. Et elle me dit, en fait, tu prends 3 jours à rien foutre. Mais rien. Je transpirais la nuit, sans blague, je tremblais la nuit, c'était un inconfort le plus total. Quand on dit sortir de sa zone de confort, ça veut pas forcément dire sauter d'un avion, parce que moi sauter d'un avion je le fais, c'est cool, c'est dans ma zone de confort finalement. Et ouais, finalement. Par contre rien foutre, c'est hors de ma zone de confort, c'est pas facile à intégrer, et aujourd'hui je l'ai toujours pas bien intégré. T'es hyperactif aussi. Hein, non, j'aime pas ces étiquettes. Je sais que t'aimes pas ces catégories. Je pense pas être hyperactif parce que pour moi l'hyperactif c'est quelqu'un qui va s'agiter, qui va. Je pense pas m'agiter, mais mes faits et gestes sont précis et en tout cas mes actions sont focalisées sur un objectif bien précis. T'es en capacité de rester longtemps concentré sur la même, oui, tâche. Oui, mais j'ai une résilience qui est très forte, très très forte. Et je pense. Et donc, au bout de ces 3 jours, et c'est marrant, c'était
à 23h30 devant un reportage Netflix parce que voilà, c'était le truc rien foutre, bah je me fous devant Netflix le matin. Ou plaf, ça saute. En fait, Benoît, tu reprends une entreprise. Ok, c'est C'est ça qui. Comme ça. un claque. Et tu sais, il y a ceux, comme ceux qui réussissent du jour au lendemain. En fait, c'était un coaching que je faisais depuis 2 ans maintenant que je me faisais coacher, qui est arrivé à ce moment-là, où à 23h35, j'avais noté l'heure, je la connais plus, devant un reportage sur des snowboarders, Rien à où, voir. où je me dis, putain, mais c'est ça en fait, c'est juste ça. Et donc là, commence un nouveau coaching avec cette personne de... Ouais, mais c'est quoi, ça ressemble à quoi, j'ai pas d'argent, j'ai pas hérité, mes parents sont pas entrepreneurs, pas principalement, ils ont entrepris, mais c'est pas leur gros de la carrière, ma famille, très peu. Ok, qu'est-ce qu'on veut? Et moi, je suis manager, donc je vais pas être solopreneur. Donc faut reprendre une entreprise avec du monde. Et là commence une nouvelle vie, de se former à la reprise d'entreprise sans apport. Et ça. Et ça, Et ça. et ça Et fait ça, mal. c'est le vrai sujet. Comme on a dit que et ça fait mal. Et ça fait mal. Et du coup, en fait, aujourd'hui, c'est ce... Je parlais de vision, parce que la question, c'était un petit peu comment tu as travaillé ta vision. C'est un peu tout ce que tu viens de nous expliquer, au final. Ouais, c'est ce cheminement qui a amené à ça. Après, on donne des mots, on fait des mots, enfin, on met des mots sur ce ressenti, ce qui est très compliqué. Et aujourd'hui, ma vision, mon objectif de vie, c'est de participer à la redynamisation industrielle française. Ok, bel objectif. Merci. Un objectif très ambitieux, très couillu, et en vogue. Alors c'est marrant parce que tu sais, parfois il y a des trucs qui s'alignent. C'était pas encore projeté comme c'était projeté au moment où j'y réfléchissais et où j'ai décidé ça. Et en fait, c'est parti depuis. C'est pas venu de moi. Hein. Mais tu sais, ça te fait dire, ah, il y a un truc quoi. J'ai ça, et en plus, il y a un mouvement qui. Donc top. J'accroche un bon wagon quoi. Ouais. Et donc, l'idée, c'est de créer un modèle qui va rendre des industries, un type d'industrie, performante dans ce monde un peu de dingue et dans cet état merveilleux qu'est la France, avec ses restrictions qu'on connaît, avec ses complications qu'on connaît. Et oui, c'est très compliqué parce que je pense que j'aurais mis le même investissement dans dans un autre pays comme certains font. Je pense qu'effectivement j'aurais atteint un niveau financier bien supérieur, mais un niveau de satisfaction bien inférieur. Et Voilà, pourquoi Parce que Pourquoi pourquoi Qu'est-ce qui te fait tant La France aimer la France, ouais, au final. Ouais. C'est pourquoi pas avoir fait ça ailleurs? Tu disais peut-être tu aurais réussi différemment, voilà, mais pourquoi pas avoir fait ça ailleurs et s'être focalisé sur la France? Peut-être tu disais que tu trouves ça merveilleux. Ouais. Qu'est-ce que... Le plus beau pays du monde. Ouais, qu'est-ce que tu peux en dire? C'est un truc sur lequel je me suis pas trop positionné. De base, j'ai pas réfléchi à ça. C'est la particularité du coaching que j'ai souscrit auprès de Margot Klein, pour la nommer. Merci Margot, voilà, on parle encore de temps en temps. Elle est dans le faire. Elle est très... Et au moment où je m'ai coaché là-dessus, elle était très très dans le faire. Et le pourquoi, rien à foutre quoi. Tu fais, t'as cette idée, fais-le. T'auras les réponses en route quoi. Ouais. J'en parlais en coaching justement avec elle. C'est... tu prends la décision soit d'écrire le truc, de dire voilà, la lune me dit que, le machin dit que, mes ancêtres me prouvent que. Soit tu dis tiens j'ai cette idée, je sais pas pourquoi mais ça fait des choses en moi, hein, j'y vais, je trouverai les réponses après. Génial, je suis très partisan de ça. Je trouve ça. Par contre c'est violent quand t'as les réponses qui arrivent. ou les contraintes qui arrivent. Sans te poser la question. C'est génial, c'est d'une puissance colossale. Parce que tu te poses aucune question et t'y vas. Ouais. Par contre, ça peut te rattraper. Ça peut te rattraper dans le sens où, très bien, j'ai programmé mon cerveau à dire c'est ça que je veux, et il y a des moments où ça reconnecte. Ouais, faut
avoir cette force mentale aussi d'épurer certaines choses et de ça. continuer à foncer et de dire écoute, j'ai ma direction, ma vision, je le sens, c'est Ouais. comme ça, c'est viscéral aussi. Hein. Clairement viscéral. J'y vais, je continue, je fonce. Ouais, Mhm. c'est top. Et donc pour répondre à ta question, après coup ça m'est venu, parce que peut-être tu te poses des questions aussi à des moments, et puis il y a des flashs qui viennent de pour quelle raison, en expliquant mon parcours, tu te dis ah putain, il y a une cohérence là-dedans. Je suis originaire de Franche-Comté. La Franche-Comté est un alors pour moi le franc-comtois est le français, le bon franchouillard. Et je le dis avec beaucoup de fierté parce que je suis très fier d'être d'origine de Franche-Comté. Très besogneux, très taiseux, et qui montrent peu de fierté finalement dans ce qu'ils font. Et c'est bien dommage. Voilà. Il y a la Franche-Comté a été une région qui a été merveilleuse en termes d'industrie française. LIP, je sais pas, t'aimes bien les montres, LIP, je sais pas si tu connais. Oui, très Voilà. bien. Ouais. C'est franc-comtois. Je savais pas, tu vois, pour le coup, je savais pas que c'était franc-comtois. LIP, ils ont fait des trucs de syndicats très puissants. Enfin, l'histoire de LIP, elle est merveilleuse. Ouais, ça a été repris il y a pas très Ils longtemps. ont relancé, ouais. j'ai appris ça. Enfin, moi, j'ai qu'une montre et c'est une LIP. J'aime C'est une belle beaucoup cette manufacture. histoire. La Peugeot, ça a été une histoire pareille, fabuleuse. Et aujourd'hui, c'est une région qui est un peu sinistrée parce que des industrialisations. Voilà. Et moi, je l'ai vécu à travers le DUT, génie mécanique et productique, où on avait des machines de dingue qui avaient été offertes il y a des décennies par des industriels, et où en fait tu te rendais compte qu'on avait des machines qui valaient plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plus, qui étaient là, ils nous les avaient données quoi. Et aujourd'hui, c'est des boîtes qui étaient plus là. Et je pense que ça a créé quelque chose chez moi. Putain, pardon, enfin oui, on s'en fout. Putain, on avait des trucs merveilleux. Moi, à la sortie du DUT, on me proposait des postes à 3000 balles en Suisse. Ouais, c'est intéressant, mais c'est notre savoir-faire qui s'en va là-bas. Tant mieux pour les Suisses. Par contre, j'ai aucune rancœur et en plus, j'ai des amis qui sont là-bas et tant mieux, ils font une belle carrière, c'est top. Mais dommage quoi. On va en Franche-Comté, hein, c'est village, très grande route, pas de tonalité, village, et puis t'as une Ça ressemble ville. un peu à l'Alsace pour ça. Il y a un peu, voilà. Et tu passes devant des industries de dingue que tu connais pas. Et c'est magnifique. Je pense que ça vient là. Ah ouais, il y a vraiment cet attachement. Ouais, je pense. C'est l'explication que j'ai, et puis voilà. Et après, le côté très égoïste et égocentrique de dire je veux apporter quelque chose et je veux porter un projet beaucoup plus grand que moi, qui peut-être sera sa quintessence quand je serai même plus en vie. Mais voilà, aujourd'hui où j'en suis, ça évolue constamment, ça s'affine constamment, mais ma vision elle est là. Ok. Et ça reprend une des questions que je t'avais posées au podcast précédent, sur la vision, tu sais, tu dis, si t'as tout, comment tu le verras? Ben en fait, je l'aurai jamais. Participer à la redynamisation industrielle française, c'est très vague. Il y a des indicateurs de performance qui font que, mais ça pourra toujours être Musk, j'arrive. En avion? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a sujet. Et putain, super. Et moi je suis toujours fasciné. Enfin, je le connais, les gens ne le connaissent pas, mais moi je connais ton parcours. Et je suis fasciné. Un truc qui m'a marqué, c'est ta résilience. Ça, pour moi, c'est un vrai trait de caractère chez toi, la résilience. On en parlera un peu plus tard. Mais aujourd'hui, on est dans tes locaux. Hein, ouais. On est Avec chez un De beau La logo, Rosa. Les locaux de la banque. Faut quand même être Ouais, honnête, c'est hein, ça, on ouais. a dit qu'on disait la vérité. Accessoirement. Ah bon? Ah bah je savais pas. Aujourd'hui, on est à De La Rosa. Ouais. Pourquoi De La Rosa? Est-ce que tu nous expliques un petit peu tout ça? Dans ce parcours de reprise, il y a eu 1 an et demi de formation et puis de mise en place, parce que justement, je suis très fier. L'idée, c'était de trouver une entreprise, une industrie du coup française qui rentrait dans les cases d'une reprise d'entreprise sans apport. Et donc ça a été le mélange entre énormément de portes fermées.
énormément. Et je sais que c'est de ça dont tu parles, la Oui. résilience. Sachant que pour moi, je vais être très honnête, oui, c'était de la résilience, mais à la fois, je suis coaché. Et on me dit que c'est normal. Alors il y en a plein qui sont coachés et qui vont dire au bout de la deuxième porte fermée, dire ça marche pas, gna gna gna. Bon, j'ai visité une trentaine d'entreprises avant de visiter celle-ci, et j'ai fait effectivement, et je sais, ça c'est important, on a fait 36 rendez-vous bancaires avant d'entendre un peut-être. 36, Et le peut-être, quand t'as le incroyable. peut-être, je l'ai. 36 c'est des organismes bancaires différents à chaque fois. Différents ou d'autres régions, ou, enfin, tu sais, parfois tu passes un step, tu rencontres quelqu'un plus ou moins à l'accueil, puis voilà, j'ai pris large effectivement, on n'a pas eu 36 rendez-vous de décisionnaires, faut être Ouais. honnête aussi. Oui, non, mais bien sûr. Mais il y a eu en tout 36 partenaires bancaires potentiels contactés et en rendez-vous pour obtenir un peut-être. D'accord. Et dans l'ordre des choses, tu parlais que tu as visité une trentaine d'entreprises, Ouais. c'est ça? Ça se goupille comment? D'abord, tu t'es positionné sur l'entreprise que tu souhaitais récupérer et ensuite aller voir les banques. En amont, tu vas voir les banques avec un budget. Dans quel Non. ordre tu le fais? L'idée c'était déjà de trouver la banque parce que le modèle qui est très anglo-saxon, c'est de dire en gros, le cédant définit le prix, moi je définis la façon dont je rachète. Ok. Je veux pas trop rentrer dans les... Enfin sauf si ça intéresse, mais dans les détails, mais en fait, si c'est pas trop déconnant, si le prix de vente est pas trop déconnant, l'idée c'est ça. Et donc l'idée c'est déjà d'avoir l'entreprise qui correspond, donc s'assurer de ça, et aussi et surtout que le cédant soit ok avec ce modèle de reprise. Et ça, ça court pas les rues non plus. Et pour qu'ensuite dire, on y va, parce qu'on se remet dans le truc. Aujourd'hui, j'ai de la confiance sur ce sujet-là. J'avais de la confiance au global, en tout cas j'en montrais au global, mais j'avais 30 ans. Et on parlait de reprendre des entreprises à plusieurs millions, sans apport. Et j'ai pas le profil. Cadre supérieur qui a un parachute doré, qui veut finir sa carrière en reprenant une entreprise, je sais pas. Ce que j'avais, c'était du courage. Mais va le prouver. Que je vais pas m'arrêter, machin. Parce que quand tu fais les 36 rendez-vous bancaires, ils le savent pas que c'est le 12e, le 24e ou le 36e. Eh oui. Donc pour eux, t'es Oui, nouveau. Et donc, faut Oui, et recommencer. puis si tu regardes ton parcours, t'avais pas encore. T'avais une expérience d'entrepreneur dans le coaching, Ouais, mais alors ça fait fuir. mais c'était quelque chose de très Plus, tendance et effectivement, c'est pas forcément quelque chose qui va jouer en ta faveur à ce Pas du moment-là. tout. Quoi. Pas du tout. Donc, Mon expérience chez Leroy était beaucoup plus prise en Oui. compte que mon expérience dans le coaching. Alors que les deux se valent parce qu'il y a un moment, quand tu es auto-entrepreneur, tu te sors aussi les doigts différemment. Quoi. Voilà le truc, c'est trouver le vendeur qualifié avec l'entreprise Qui te convient, convient. Ouais. monter le truc, voir les banques. Et mon objectif à moi, c'était de construire avec les banques le bon modèle Ouais. pour la reprise. Et donc là, il y a la partie financière des banques, la reprise. Si tu peux essayer, alors, parce qu'il y a toute une partie juridique, en essayant peut-être de l'expliquer de manière simple. Ouais. Déjà, est-ce que tu as été accompagné? Premièrement, est-ce que tu as été accompagné pour la reprise? Si oui, par qui? Je vais faire Ou du comment bon argent, là. Explique-nous un petit peu simplement, parce que je sais que c'est des schémas qui sont des fois complexes. La reprise d'entreprise est un business. La difficulté, c'est que toutes les personnes que j'ai rencontrées à ce moment-là, qui vont dire je vais vous aider à reprendre une entreprise, si je les avais écoutées, je serais retourné dans le salariat. Et ça me met hors de moi. Tous ceux qui vont dire ouais, et en plus ils vont te dire il faut pas de croyances limitantes. Mais alors toi quand tu leur dis ouais, mais j'ai pas d'apport, voilà. Le cas, je suis, et je pense qu'on en parlera, je suis constamment en train toujours de regarder les opportunités d'autres entreprises à reprendre. Je suis allé voir un de ces organismes qui m'avait plus ou moins envoyé chier
au moment de la reprise, où je voulais reprendre, de la Rosa Industrie n'était pas du tout sur le tapis. Ça va pas plaire à tout le monde, ça. Non, ça va pas rien à foutre. Non, parce que ça me met hors de moi. En fait, ils collent des freins à des jeunes hyper motivés. Et après, on me dit, les jeunes, ils sont pas motivés, ils bossent pas. Ta gueule. Le gars, j'y vais, je lui dis, voilà mon projet. Il m'écoute même pas, il était sur ses feuilles. Voilà mon projet, je veux reprendre une deuxième entreprise. Il arrive au bout, il me dit, ouais, mais votre projet, il tient pas, vous avez pas d'apport, vous avez pas de machin, de truc. Vous avez pas compris, en fait. J'ai déjà repris, c'est la deuxième que je veux reprendre. Il ouvre ses yeux. Ah bon? Mais quand? Bah, il y a 4 ans, en fait. Il y a 4 ans, et je l'ai fait. Donc, me dites juste pas. Et, je me suis fâché. Me dites juste pas que c'est pas possible, parce que je vais me mettre hors de moi. Arrêtez. Et j'ai dit, bon, d'accord, j'ai compris. Je suis parti, j'ai dit, j'ai compris, vous êtes pas la personne pour m'aider à faire le truc. Oui, c'est pas la personne adéquate qui va t'aider dans. Mais le problème, c'est que des personnes où il y a marqué. Dans le nom, reprise d'entreprise. Il y a d'autres choses, mais il y a marqué reprise d'entreprise. Non, mais c'est hyper intéressant parce que pour les gens qui nous écoutent, demain, j'espère qu'on en inspirera et que tu vas en inspirer des personnes qui veulent reprendre des entreprises. Alors, oui, plusieurs millions, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des entreprises plus petites, il y a plus grosses, il y a de tout. Mais c'est aussi comment cibler les bonnes personnes. Parce que toi, t'en as fait l'expérience une fois. Comme tu dis, tu es toujours en train de regarder les opportunités, donc tu dois certainement avoir des contacts aussi. Maintenant, oui, au début, non. Et voilà, mais et c'est comment bien les trouver, comment t'as su... Bon, alors, forcément, les gens qui te disent « laissez tomber, pas d'apport, c'est mort », ça c'est direct que... Ouais, mais c'est dur, hein, ouais, c'est vrai que c'est dur, parce qu'à un moment, mais moralement, c'est dur. Tu le crois. Hein. Surtout que ça se couple, il y a cette partie-là, et ça se couple aux difficultés avec toutes les portes qui se ferment. Ouais. Donc en fait, on te dit d'un côté, laisse tomber, c'est mort, tu vas sur le terrain, et tu vois... Et on voit que c'est mort. C'est mort. À un moment donné, qu'est-ce qui fait que... Enfin, t'es face à un mur, et tu tapes. Qu'est-ce qui fait que tu continues à taper, quoi? Encore? Non mais c'est vrai, pour imaginer le truc et alléger un peu, parce que je t'ai senti un peu tendu. Et t'as des gros bras. Ah non, non mais en plus, moi, là, c'est des sujets, c'est de et je resterai tendu. Non mais c'est de l'agacement compréhensible aussi, parce que c'est des personnes qui sont censées t'aider et qui, au final, t'aident pas. Et font l'effet inverse, ça te bloque le truc. En fait, c'est... je suis très maître de moi, et volontairement, je me laisse emporter sur ces sujets-là, parce que je sais que il faut qu'il y ait un impact là-dessus, parce que ça me gonfle. Je veux participer à la redynamisation industrielle française, j'y arriverai pas tout seul. Hein. Et c'est clairement pas le cas. Et donc, je fais partie de ces gens où, quand il y en a un jeune ou moins jeune qui vient me voir en me disant bah, je veux reprendre, et en fait tout le monde me dit que c'est pas possible, je suis le premier à dire mec, vas-y. Ou nana, même, vas-y, fonce. Et en fait, c'est une question. Et là, on rentre dans le côté plus coaching, moins terre à terre. Ouais. En fait, faut trouver la bonne personne. Faut trouver là où ça match. Lâcher un peu. Je fonce, j'y vais, j'avance, et puis je vais trouver. Et c'est ce qui s'est passé. Le 36e rendez-vous bancaire. Émile Littoral. Banque Populaire. Que je remercie. Donc moi, aujourd'hui, les personnes qui m'accompagnent, Banque Populaire, BNP, BPI, que je remercie. Placement de produits. Placement de produits. Non mais il faut le dire, parce qu'il y en a qui tapent sur les banques. Pas du tout. Moi, je l'aurais jamais fait sans eux. C'est des partenaires bancaires, je les remercie. Annie Soulier, Émile Littoral. Sans elles, il se passe rien. Vraiment. Et donc en fait, on tombe sur ces personnes qui... Il y a un truc, quoi. C'est... Tu vois, c'est de base, non. Mais pourquoi pas? Okay. Et en fait, en bossant avec elle, on a monté le projet. Et c'est là où il y a ce côté un peu moins tangible, ce côté plus... il faut y aller et trouver. Juste trouver la personne. Et parfois, ça peut être dans son entourage. Ou pas. C'est quoi qui a fait que tu penses que... Qu'est-ce qui a fait que tu l'as accroché? Parce que avant ça, il y a 35 personnes que tu n'as pas réussi à accrocher. Parce que même si c'est eux qui fermaient la porte, c'est que il y a quelque chose dans la présentation qui n'a pas su les séduire. Là, c'est quoi? Tu penses que c'est de personne à personne que ça a matché? Il y a eu quelque chose, un feeling, ou c'est eux qui avaient une autre vision du projet qui fait... Comment tu expliques que la 36e porte que tu as ouverte, elle s'est ouverte un peu plus que les autres? Je pense qu'il y a plein de choses. Et puis tu sais, c'est pareil, faut faire ça à marcher, je me pose pas la question. Ouais. Mais, si on doit y mettre pareil de la réflexion, 36e rendez-vous, t'es plus... Tu gères mieux le machin. La boîte, plus ça allait, plus je la voulais.
puis il y a le relationnel. Une femme, est-ce que ça change, est-ce que ça change pas, mais on a eu très peu de femmes en face. En plus, une personne qui ressemble étrangement à notre maman. Parce que je dis notre parce que j'étais avec mon frère à ce moment-là. Et je pense qu'elle aussi... Ok. Ah, retrouvé. Et donc, il y a eu ce petit truc en plus. Il y a eu ce petit truc qui a fait... Placement de produit. Il y a eu ce petit truc qui a fait, je pense, qui a allégé le discours. Et puis c'est le moment où je me suis lâché aussi. À un moment, j'ai dit, oh, on parle de... Voilà, pareil. J'ai commencé à assumer le truc. On parle de... Il y avait 18 collaborateurs à ce moment-là. On parle de 18 collaborateurs. Je ne sais pas si cette entreprise, elle peut encore tenir des années. Le cédant, il en avait marre, voilà. Je sais pas. Il y a un moment, si je comprends bien, on n'est pas beaucoup sur le dossier. Aidez-nous, quoi. Aidez-nous, faut y aller. Donc, dans les 36 rendez-vous bancaires, il y avait la banque de l'entreprise, hein, d'ailleurs. Qui a dit non. Voilà. Voilà. Et aujourd'hui, l'entreprise fait le double de chiffre d'affaires. L'année dernière, l'exercice dernier, là, on prend une petite claque. Mais l'exercice dernier a fait le double de chiffre d'affaires de ce qu'elle faisait au moment de la reprise. Okay. Donc, Plutôt... c'était la troisième année. C'était la troisième année. C'était la troisième année, ouais. Okay. Et on reviendra sur un sujet aussi. Tu parlais de ton frère tout à l'heure, mais moi, juste avant d'attaquer là-dessus, j'ai une question qui... Quand tu m'as fait visiter ton usine, tout ça, que je t'ai posé plusieurs fois la question, je te la repose encore. Tu as repris une usine, tu vas nous expliquer exactement ce que tu fais, mais est-ce que quand tu as repris ou quand tu faisais tes recherches d'entreprise, tu t'es dit à un moment donné, waouh, il y a des choses que je sais pas faire, il faut vraiment que j'apprenne des postes, des machines, si machine y a, que j'apprenne vraiment tous les maillons de la chaîne, pour que si à un moment donné il y en a un qui se pète, c'est mon projet de vie, comment je fais? Voilà. Est-ce que tu t'es posé ces questions? Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait, que tu n'as pas fait? Ouais. J'ai déjà répondu à la question et je vais donner du sens. Ça va donner du sens à ce que j'ai dit. J'ai été coaché à foncer et pas réfléchir. Non, pas du tout. Okay. Je savais que j'allais le faire. Et j'ai assumé la suite. Et j'ai vraiment assumé. Aujourd'hui, j'ai passé le prisme, je t'en parlais tout à l'heure, de toutes les emmerdes, les familles d'emmerdes possibles d'une entreprise. Toutes. Il y en a que j'aurai de nouveau, mais ce sera dans une famille que j'ai dû apprendre forcément. L'association qui s'est pas bien passée, du coup reprendre le sujet que les sujets que mon frère avait. J'arrive effectivement, la ligne de production qui tombe en panne et le seul opérateur qui sait la maîtriser, qui se pète le dos, qui s'en va, enfin qui part en arrêt pour quelques mois. Donc seul opérateur, moi, du coup, à la faire tourner. Une entreprise qui est très à l'ancienne. Tout en papier, les devis en papier, donc pas automatisé c'est maintenant, mais déjà mettre ça par informatique, structuré, une très très belle entreprise en termes d'outils, mais pas du tout structuré, industriellement parlant, pas de suivi, le suivi des fabrications c'est au gueulomètre, c'est-à-dire que le client qui gueule le plus fort aura sa commande le plus rapidement. Enfin, voilà, donc on part de ça en termes de structuration, des collaborateurs qui voient un jeune de 30 ans arriver et puis qui dit mais il connaît même pas la menuiserie, mais pas du tout la menuiserie, machin. Je me suis juste basé sur ce qui me plaît énormément et ce qui aujourd'hui me plaît aussi et ce pourquoi malgré les emmerdes, et il y en a plein d'autres et je pense qu'on en parlera, qui sont arrivés par la suite, ont fait qu'on a réussi, c'est que j'ai envie de bosser en équipe. Et j'ai confiance. Je vais dire une insulte, mais toutes les personnes de cette entreprise, ils sont complètement malades, tous, c'est des tarés, mais et j'adore. Ils sont fous.
tous ceux qui viennent dans l'entreprise, qui regardent, disent mais là on a encore eu des stagiaires qui sont venus, au bout de 2 jours, ils m'ont dit, à la fin de la première journée, ils m'ont dit c'est dingue ce qui se passe ici. C'est quelque chose que tu ressens rapidement. Ouais. Nous qui venons de temps en temps, Ouais. c'est vraiment quelque chose qui transpire. Alors ça se voit dans la com, mais c'est quelque chose, tu te balades dans l'atelier, je trouve que c'est quelque chose qui, Oui, mais ça qui se te voit ressemble. tout de suite. C'est pas politiquement correct, c'est pas sociétalement correct, mais tout le monde vit bien. On a toutes Même les le religions. caméraman derrière, il a fait comme ça. Ah, fais non. Ah, c'est vrai. Mais tout le monde dans l'entreprise va dire la même chose. Il y a toutes les religions. Il y a un nombre de pays qui est représenté qui est dingue. Et il y a un respect qui est fou. Un respect réel. Pas non, tu dis pas ça parce que ça va embêter Jacqueline. Rien à foutre. Non, on se dit les choses. Au contraire, on se dit très vite les choses. Et ça, c'est ma formation vraiment que je fais avec eux. On se dit très vite les choses. On avance vite. On fait vite des conneries. On accepte la connerie. Par contre, t'en fais une, t'en prends une quand même, quoi. Mais en prendre une, c'est bien. Enfin, parce que t'as essayé aussi. Et aujourd'hui, on n'a vraiment aucun souci à recruter. Quand j'entends, pareil, les jeunes, ils savent pas bosser. Conneries. Pose-toi les bonnes questions. Regarde pour ce que t'es en train de faire avec tes collaborateurs. C'est pas vrai. Recruter, ça se fait. Et même sur les sujets techniques. On a Marc qui vient pas qui est au bureau d'études. C'est le plus grand taré de l'entreprise. Il l'assumera, c'est vrai. Hein. Ah bah c'est le plus fou. Le gars, il vient, entretien d'embauche. Jamais fait de bureau d'études en menuiserie. Ok, très bien. Et pourquoi Bah parce que je suis le meilleur. Ok. Et tu veux faire quoi dans 5 ans? Je vais être à ta place. Incroyable. Il me monte du doigt. T'es embauché. C'est génial. Non, mais ça c'est un mindset. On l'a embauché que là-dessus. C'était une prise de risque. Bon, l'entretien a duré plus longtemps que ça. Venez pas en disant. Vous savez comment rentrer dans l'entreprise. Bonjour. Je veux Bonjour, jouer à ta place. Il est où voilà. Et en fait, on s'est dit oui, c'est une prise de risque. On a pris de tous ceux qu'on a vus qui avaient peut-être le moins de bagages techniques dans le truc. Mais aujourd'hui, on est hyper satisfait et il tient bien la boutique là-dessus. Donc voilà. Donc je me suis basé sur la confiance de je vais emmener tout le monde. Et c'est encore ce que aujourd'hui ce que je fais. Et c'est ce que des moments où tu te dis, où je me dis, est-ce que ça m'arrive? Ça m'est pas arrivé beaucoup. Mais au bout de 4 ans, quand tu reprends encore une grosse claque dans la gueule. Je me dis ça vaut vraiment le coup, et puis en fait je passe dans la coursive, je regarde, et puis je vois tous ces imbéciles qui te jettent des trucs, qui font des fenêtres magnifiques, qui prennent soin des clients, non mais vraiment, qui prennent soin des clients, qui se lèvent le cul comme personne pour respecter les délais, pour respecter les exigences des fois aberrantes de certains de nos clients. Je me dis mais en fait c'est pour ça. Et pour moi, arriver à redynamiser l'industrie française passera par la surperformance humaine. Et on est dans un pays où on a cette capacité à sortir du cadre et à faire des choses merveilleuses. Et aujourd'hui, on est en train d'écrire un modèle de dingue chez Dolores Industries et je pense qu'on est à la veille de faire un truc grandiose. Du coup, tu parlais tout à l'heure du début de l'aventure avec ton frère. Ouais. Tu peux nous en dire un peu plus comment ça s'est passé, comment vous étiez organisé et nous dire un peu plus. Mon frère est arrivé plus tard quand on parlait des rendez-vous d'entreprise, tout ça. Lui, il est arrivé au moment où j'avais déjà ciblé DLR. De base, je voulais pas le faire seul du tout, et surtout pour combler une zone qui est pas ma zone de plaisir forcément, et en tout cas ma zone de force, qui est le commerce principalement. Et à ce moment-là, la finance. Donc en fait, j'étais de base avec Adrien Creville, et en fait, on s'est séparés assez vite et en excellents termes avant d'arriver sur DLR, parce que dans la réflexion de la reprise, c'était voilà, prévu avec Adrien. Au tout début, on s'était vu, on avait bossé un week-end ensemble, tout ça, en disant on fonce, on y va. Et en fait, lui est parti il est dans le monde plus digital,
Et donc lui, il a repris plusieurs plus petites structures et surtout a fait grandir sa structure à lui principale. Je vais lui faire un peu de pub, c'est Mentor Marketing. Et ça marche bien et je suis content pour lui. Et on est toujours en de bons termes, mais voilà, il voulait pas trop partir, je pense que c'était ça, hein, trop partir sur une grosse structure, il se sentait moins. Parce qu'il voulait de toute façon garder Mentor Marketing. Moi j'ai brûlé les bateaux et DLR. Et donc en discutant à un repas de famille, mon frère dit ah ouais mais ça m'intéresse tout ça, bah, super, on est parti bien en tête. Et on a construit tout le truc ensemble, le dossier de banque il l'a porté, etc. etc. Donc voilà, formidable. Sauf que dans les faits, dans le pilotage de l'entreprise, ça s'est moins bien passé. On est très très différents et on pensait que ça pouvait être une force. Et ça a été plutôt compliqué. Pas la même vision des choses, la même vision de comment arriver à. Pas la même vision du risque. Voilà, ce côté bille en tête que j'ai, je le dis souvent, ça peut faire mal. Sur le moment, je vais être honnête, j'étais pas d'accord du tout et très fâché. Aujourd'hui, avec le recul, de 1, sans lui, ça signait pas, faut être clair, parce que son profil atténuait mon profil de jeune de 30 ans, quand même. Il a quel âge? 30, il avait 36 à ce moment-là, il a 6 ans de plus que moi. Et puis bah voilà, complétude de nos compétences. Et est-ce que le côté famille, tu penses que ça t'a aidé à la banque aussi? J'en ai posé la même question. Ça aurait fait 2 de suite en même temps. Oui, est-ce que c'est une force dans... Je sais, pour la banque? je sais pas, j'en sais rien. Je sais pas si ça a été une force. Je me demande si ça n'a pas même été un point d'interrogation, justement, parce que par rapport à ce qui aurait pu se passer et du coup ce qui s'est passé. Et en fait, voilà, il y a mon frère, je pense, c'est un très très bon investisseur. Il joue grand mot, mais dans l'immobilier aussi. Il a sa boîte, il avait gardé sa boîte lui aussi. Et donc il est retourné dans son entreprise. Voilà, sur le moment, c'était pas drôle du tout. Aujourd'hui, les relations sont plus apaisées. Mais c'est vrai que en plus le timing était un peu délicat, parce qu'on rentrait un peu dans le perso, mais voilà, j'ai bossé d'arrache-pied dès le début, jour 1, même avant la reprise, je suis venu. Lucie et moi, on essaie d'avoir un enfant depuis 2 ans et demi, et on y arrive. Et avant d'y arriver, 2 faux départs, très dur, au milieu de la reprise, hein, et au milieu du début de la reprise, donc pas top. Peu présent, etc., etc. Et au moment où Emma, donc notre première, arrive, c'est à peu près à ce moment-là où mon frère me dit voilà, pas d'accord avec ce qui se passe, tu reprends tout. Enfin, je grossis, je fais des raccourcis, hein, mais en gros c'est ça. Donc je m'attendais moi à prendre un peu de recul parce qu'à l'atelier ça faisait presque un an que vraiment je bossais fort pour que ce soit plus fluide et pouvoir dire au moins les quelques premières semaines machin. Loupé. C'est quelque chose que tu avais senti venir de la part de ton frère, est-ce que tu as été vraiment pris sur le fait ou tu t'es dit ça peut peut-être arriver? Comme ça, brutal comme ça, non. Après ça peut arriver, oui, parce que moi je le voyais pas comme mon frère mais comme mon associé. Et donc un peu comme les personnes avec qui je bosse, c'est-à-dire que je fais confiance. Je fais confiance. Je vais pas aller regarder les heures faites, les machins ou l'investissement machin. On s'est réparti des rôles. Ok, ton rôle il est là, le mien il est là. Et donc je m'autorise à faire des erreurs là-dessus. Mais parce que c'est tellement puissant quand ça marche, faut s'autoriser à ce que quand ça marche pas, ça pique. Et ça a été le cas, ça a piqué. Parce que derrière, il a fallu récupérer le commerce. Au moment où notre commercial principal, agent co-principal, part en retraite, 80% du chiffre d'affaires. Il revend à ses fils qui ont moins le profil commercial, beaucoup moins, et qui depuis on fait moitié moins de chiffre d'affaires tous les ans, jusqu'à là. Okay. Donc il a fallu reprendre cette partie-là.
je rappelle que c'est pas la partie qui me que tu plaisait le plus. préfères. Mais comme on a une équipe qui est juste exceptionnelle, aujourd'hui nous sommes les plus gros commerciaux de l'entreprise, Ça, c'est une force. alors qu'on n'a aucun commercial dans l'entreprise. On est tous commerciaux. En fait, le switch a été, bon, ok, on a une chute d'un côté, on envoie. Entre-temps, on a celui de Paris qui, pour des raisons personnelles, rideau. Et donc, Un vrai challenge. ah quand même. ouais, Là, on ouais, était ouais, ouais, sur, ça a été... et ça, c'était il y a... Là, en fait, c'est fait au fur et à mesure. Donc tu as repris. On parle un peu de date. Oui, 2021, juin 2021. La reprise officielle, quoi. La reprise officielle, signée, papier, de la touc, Rosa. touc, touc. Et ton frère, du coup, donc il était là en Ouais. juin, il est jusqu'à quand? Pareil, grande ligne, je me suis pas focalisé, j'ai pas voulu. Non, mais parce ouais. que l'idée c'était pas justement d'avancer, parce que c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup travaillé sur ce qui s'était passé, sur moi, pour dire en fait, ok, on va arrêter d'avoir une amarre sur ce sujet-là, il faut que j'avance. Et puis c'est mon frère, on était d'accord là-dessus, on n'était pas d'accord du tout, on s'est frité fort, faut être très honnête, mais je pense que tous les deux on avait un truc, on est frères. On n'a jamais été les meilleurs amis du monde comme certains frères peuvent être, tout ça, mais on voulait pas être les pires ennemis du monde non plus. Et je pense qu'on a été, même si on n'a pas été d'accord, et je pense qu'on n'est toujours pas d'accord sur certains trucs, on voulait conserver la relation propre, autant que possible. Et donc on en parle, quand on en parle en interne, ouais, il y a eu 6 mois, et puis après ça s'est dégradé au bout de 6 mois, et très très vite, voilà, donc, assez rapidement. Et puis voilà, et comme je suis assez excessif, je pense aussi, je prends mes responsabilités, je pense que je prends beaucoup de place. Et ça, on en a parlé, effectivement, je pense que je prends beaucoup de place. Sans le vouloir, je vois des choses qui traînent, enfin des sujets qui traînent, je les prends et puis on les règle, quoi. Comme j'étais très présent aussi, je fais des grandes journées, bah ça, voilà, ça j'ai peut-être marché sur les plates-bandes aussi. J'essaie de prendre mes responsabilités quand même sur tout ça. Bien sûr, oui, bien sûr. Donc voilà. Et plus globalement, la famille, avec cette situation, 2 frères, les parents, les... Très dur pour les parents, très dur. Très difficile, et je pense que d'un côté comme de l'autre, mon frère et moi avons... moi en tout cas c'est sûr, je pense mon frère aussi, avons essayé de rassurer nos parents sur le fait que, oui, en fait, faut être honnête, ça se frite, mais on veut rester frangin, quoi. Et on en est là aujourd'hui, où on est frères, on se voit régulièrement, et on discute encore de leurs industries, tout ça. Vous en parlez de DLR? Oui, brièvement, c'est pas devenu un sujet tabou, brièvement, ou moins brièvement, hein, mais voilà, parce que... et en plus, on a quand même de la famille, c'est-à-dire qu'on a, dans la reprise, au dernier moment, on repart sur le côté financier, au dernier moment, les banques disent il manque un apport. Vous pouvez faire ce que vous voulez, il manque un apport. Bon, moi j'ai le mindset de dire ok, il faut combien? 100 000. Ok, en 5 jours, j'avais trouvé 100 000. En love money. On avait trouvé 100 000 en disant voilà, nos amis, familles qui ont un esprit entrepreneurial et qui ont potentiellement à investir, on leur a proposé. On leur a proposé un deal en disant ben voilà, vous pouvez prendre une part avec un montage un peu spécial, mais vous pouvez prendre une part dans cette aventure. C'est là que t'as mis 70 000, toi, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. Ouais, juste ça. Moi Ah ouais, c'était 77 500. Ouais, bah c'est bien. Il y avait une com de... Ouais, surtout qu'à l'époque, je te T'as connaissais super bien, participé aux AG ou pas, non? Ouais, puis je te connaissais super bien à l'époque, Ouais, en plus. ouais, Vraiment, on était... Parce que si t'as tous pas les- participé aux jeunes AG, t'as peut-être fait avoir. Je le disais aussi, ce numéro n'est plus à... Tu crois, au revoir. Donc on a quand même la famille là-dedans, et puis ils ont misé sur les deux, donc c'était un peu particulier. Voilà, maintenant, et les banques à qui on dit ça. Donc aujourd'hui ils sont très rassurés, on a des relations qui sont excellentes avec les banques. Mais voilà, il a fallu gérer ça aussi, de dire j'ai repris le bébé, et puis une adresse mail, tu sais, les merdes qu'il y a avec, hein, frangin ou pas, un associé qui libère la place. T'as la boîte mail qui a des non-lus, des machins, des trucs, des façons de faire différentes. Et vous étiez 50-50 dans la boîte Un peu moins parce qu'il y a la Love Money qui est à côté, Oui. mais oui. Mais dans l'esprit Ouais. global. Mm. Ok.
Et du coup, comment ça se passe, cette partie tu t'as racheté ses parts On s'est mis d'accord sur un montant, Ok. et c'est en cours, et puis quand il y a une notion de trésorerie aussi pour pouvoir le maîtriser. Et puis il y a l'éventualité aussi, j'ai jamais voulu faire ça tout seul, et de potentiellement trouver soit des personnes qui se sont montrées très très actifs dans les personnes ultra minoritaires, et qui potentiellement vont vouloir, m'ont dit qu'ils veulent. Il y a aussi des gens ici qui sont très très performants, qui sont des piliers de l'entreprise de la Rosa Industries et qui pourraient l'être dans la holding. Il va y en avoir d'autres. Et donc qui pourraient prendre plus de parts et donc faire ce switch là. D'accord, t'es dans cette ouverture d'esprit vraiment de faire une ouverture de capital en fait, hein, de dire rentrer les personnes qui sont... à partir du moment où ça sert le projet. Bien sûr. Tout simplement. J'ai une question qui me vient. Tu pourrais bosser avec nous? Ah ouais. Ouais, parce que vous avez un profil beaucoup plus commercial que moi. Parce que j'ai cette capacité à utiliser dans le bon sens du terme le côté extra. Par contre, en association, je suis excessif. C'est plus l'inverse quoi qu'il faut se poser comme question. Parce que moi à l'aise oui sur le fait partir du moment où il y a de l'envie, et c'est pour ça il y a des amis qui avec qui on en parle, et mon meilleur ami, hein, il va regarder et puis il le sait, ok, et c'est pas simple de le dire à son meilleur pote qui a fait confiance au début, lui dire ok mais en fait faut que t'apportes quelque chose quoi, c'est pas juste machin, mais c'est très honnête aussi, parce que c'est mon meilleur ami, ça restera mon meilleur ami, et par contre s'il veut être mon associé plus lourd, c'est quoi réellement ta vision, en quoi elle se maille à la vision de la holding, et c'est quoi demain. Il y a un vrai travail de fond là-dedans, il y a du coaching pour le faire, clairement. Ok. Et donc, pour parler de la Rosa Industries quand même, Ouais, donc de la Rosa Industries, la fenêtre bois traditionnelle depuis 1972 en Provence. De la Rosa Industries à la reprise, c'est une entreprise... Tu peux faire un zoom après dessus, là-dessus? Comment? Tu peux faire un zoom après là-dessus? Placement de produit. De la Rosa Industries, c'est une entreprise qui faisait historiquement et des produits très techniques, façade de gaine, on va pas rentrer dans le détail, mais façade de gaine et fenêtres. Avec une typologie de clients plutôt menuisier, mais voilà, avec des belles fenêtres, mais sans recherche par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, sans recherche de trop alambiqué, sauf certains chantiers qui ont été très beaux. Mais voilà, le standard était plutôt la fenêtre rectangulaire était plutôt ce qui sortait de l'atelier. Et là-dessus, on a fait un vrai retournement aussi au milieu de tout ça, c'est-à-dire qu'un choix, une volonté, une vision, parce que si moi j'avais bossé sur ma vision, je voulais que à l'intérieur, les salariés bossent sur la vision de leurs industries, de c'est quoi de leurs industries de demain. La vision, c'est devenir une référence de la fenêtre bois haut de gamme en France. Donc ça c'est affiché, et toutes nos décisions sont prises à travers ce prisme. Aujourd'hui, on est en train de le devenir. On devient une vraie référence, et maintenant, il y a une notion de leader aussi là-dessus, sur notre typologie. Et donc, avant, on faisait 50% de produits techniques, 50% de fenêtres, mais un peu standard. Aujourd'hui, on fait 95% de fenêtres haut de gamme, de très bonne qualité, à un prix maintenant marché, vraiment, et avec un service exceptionnel. Vraiment que l'on ne retrouve pas ailleurs. Puisque notre idée, le travail que l'on a fait, c'est quoi la référence du haut de gamme en France sur de la fenêtre bois? Il faut que la fenêtre soit bien et que ce soit de très bonne facture. C'est un basique, il faut même plus en parler. Par contre, qu'est-ce qu'on rajoute autour pour c'est l'accompagnement du bureau d'études qui est juste exceptionnel, qui va aider notre client idéal à avoir des plus gros chantiers ou à être plus tranquille sur ses chantiers. Et aujourd'hui, voilà, on fait des choses qui sont splendides, vraiment. Et comment il va aider le bureau d'études justement à faire ça? C'est quoi la... Parce qu'un bureau d'études, est-ce que
les usines, une usine menuiserie de manière générale, a un BE qui est là, qui fait la même chose que toi? Oui, non, c'est quoi en fait la vraie différence de ce bureau d'études? La vraie différence, c'est vraiment l'accompagnement technique. C'est-à-dire que on peut prendre un dossier, dire je vais fabriquer ce qui a marqué dans le dossier. Vas-y, fais. Très bien. Et en vrai, super. Surtout ceux qui ont des gros volumes, nos confrères qui ont des très gros volumes, ils peuvent pas, aujourd'hui, ils peuvent pas dire... nous, on écume le truc, on regarde les incohérences qu'il peut y avoir entre les ABF, les architectes bâtiments de France, les architectes, la maîtrise d'œuvre, tout ça. Et on va dire, il y a un truc qui est pas cohérent, ou même nos clients maintenant nous demandent, est-ce que vous pouvez me faire une proposition sur ce qui, selon vous, est le plus à propos, et on va proposer ça. C'est énorme. Et surtout, on ne s'arrête plus à ce qu'on fait. Bon, il y a une limite à tout ça, mais dans l'idéal, on se sert de la ligne de production, la fameuse, pour sortir la fenêtre, la belle fenêtre, le cintre, la nanana, et puis on y ajoute la petite touche que le client exige, que l'architecte exige. Ça va passer par des choses toutes bêtes, mais qu'on accepte. Ça va être on va faire thermolaquer de la quincaillerie pour qu'elle soit à la même couleur que la fenêtre. On va aller faire un râle particulier pour le client, on va aller thermolaquer des seuils pour une ancienne maison de Brigitte Bardot par exemple, la Péménade, on a fait thermolaquer les seuils aux couleurs de la menuiserie parce que l'architecte voulait couleur. On va aller faire tout ce qui est bois extérieur, on va utiliser un bois très spécifique pour être sûr que dans 10 ans, 20 ans, peut-être dans 20 ans il y a la peinture à repasser, mais le petit bois il dégage pas quoi. Toutes ces choses-là vont la recherche et développement, faire des nouveaux produits, des nouvelles essences, des machins, et toutes ces choses-là nous démarquent vraiment et font que nos clients, ils sont accros. On a de plus en plus des personnes qui viennent dans l'atelier, parce qu'on fait visiter, ils disent mais vous étiez où ces 5 dernières années quoi? Ben, on bossait là-dessus. Oui, c'est ce que j'allais te dire, c'est quand toi t'as repris de la Rosa Industrie, il n'y avait pas ce bureau d'études où il y en avait un différemment? Il y avait une personne au bureau d'études, ils sont 4. Aujourd'hui ils sont 4. Ok. Et c'est une prise de risque, hein, parce que c'est des non productifs. C'est une vraie grosse prise de risque. Par contre, aujourd'hui, c'est notre force. C'est ce qui nous fait connaître. C'est ce qui fait qu'on est serein dans ce qui sort aussi. Voilà, le taux de retour de nos clients est ultra faible. Ou alors, il y a vraiment une incompréhension, mais c'est très très faible. Donc, c'est un bonheur pour tout le monde, quoi. Et puis, c'est le truc, tu sais, ils savent pas. Ils appellent... je peux avoir quelqu'un au BE, et puis sur chantier, ils ont une réponse tout de suite. Ah c'est oui, juste génial, dans l'idéal, c'est ça. Ce qui, Dans la ce qui, réactivité. stratégiquement en plus dans le cadre de développement de la boîte, c'est pas forcément la solution de facilité parce que Non. tu t'orientes vers, enfin ton quotidien, tu l'as dit, 95% c'est des dossiers complexes. Donc c'est le truc où tu peux avoir le plus de difficultés, qui va être le plus chronophage, qui va te permettre de fidéliser peut-être plus facilement la clientèle aussi, mais Ouais, mais d'un autre côté, on n'a pas envie de faire du volume pour faire du volume. On préfère avoir le beau chantier, centre-ville, ou de la belle réhabilitation, des choses comme ça. Et où là, encore une fois, les artisans, les poseurs, ou même on bosse avec des grosses entités hein, du bâtiment, ils s'y vont en disant c'est bon, on bosse avec des LRI, fonce quoi. Et ça, c'est notre plus grand plaisir. D'entendre ça, c'est... ça rejoint ta vision où tu parlais du savoir-faire français aussi. Complètement, on sait faire. Ouais. C'est exactement ça. Et l'idée, c'est de continuer à se baser là-dessus. Aujourd'hui, on a une base qui est hyper solide et on est prêt à vraiment grandir fort, très fort. Ça répond à la question. Ouais, je pense. Je pense plutôt bien. Ouais, Plus si jamais on n'a pas, il y a un site internet. Et oui, il y a site internet. On est très présent sur les réseaux sociaux. Ah bon? Et pour ceux qui veulent voir, ils verront surtout la façon dont on travaille. Beaucoup de rigueur, mais énormément de déconnade, de légèreté dans la forme, mais de rigueur dans les faits, dans le fond. Énormément. Et Puis je pense que pour l'équipe, c'est peut-être aussi une nouvelle expérience pour eux, parce que des boîtes comme ça, où on s'amuse en travaillant, où il y a une vraie recherche de la performance, hein, on en a parlé dans l'épisode précédent, où on était sur des approches peut-être différentes, c'est un peu un ovni, complètement. ta boîte. Je pense, ouais. Mais c'est grâce à eux aussi. On a une équipe vraiment de performeurs. Par contre, c'est pas fait pour tout le monde, quoi. Faut être... Mais l'avantage, c'est qu'on est honnête. Et les gens qui viennent
Bon, déjà, ça écume quand on dit ça, mais les gens qui viennent, ils savent très vite s'ils tombent amoureux ou s'ils s'en vont. Le nombre de personnes qui sont venues là en disant non mais moi rester dans un atelier, on fait un CDD parce que je vais pas rester, et qui sont toujours là et qui sont les plus gros fans de l'entreprise, il y en a. Et encore une fois, on n'a pas de difficulté à recruter, au contraire, parce qu'ils sont tellement fiers de ce qu'ils font qu'ils cooptent des amis, machin, et par contre ils leur foutent la pression en disant par contre, ça bosse quoi. Ouais. Donc c'est top. L'effectif aujourd'hui? On est 25, on est monté à 30, un peu plus de 30 l'année dernière. Ouais. Et la gestion du personnel? Tu as eu des expériences, Oui, prud'homme, tout ça, mais c'était plus au début. Aujourd'hui, ça se règle très bien. Au début, il a fallu prendre des décisions très difficiles et borderline, mais qui étaient ultra nécessaires pour pouvoir progresser. Et je l'ai payé, et puis c'est tout. Enfin, voilà. Mais il fallait le faire, c'est-à-dire que c'est un des premiers enseignements sur le RH, de dire je préférerais ne pas le faire comme ça, clairement. Mais pour la survie de la boîte, il faut le faire. C'est ça, c'est pour le bien de la boîte et le bien des 30 salariés qui sont là, des 30 familles qui sont là, voilà. Et donc c'est très dur, mais il faut le faire. C'est pas ouf, mais il faut le faire. Et puis je savais que c'est... Puis voilà, prud'homme perdu correctement, parce que c'était pas non plus délirant. Et voilà. Mais sinon, depuis on apprend à bouger avec agilité et à s'entendre sur... Parce que ça fatigue, hein. La performance. La résilience, elle vient aussi de ma structure quotidienne. Ceux qui veulent regarder les 24 heures d'un dirigeant sur la chaîne de la Rose Industrie, verrez que mon quotidien, il est méthodique, très méthodique. Et si je le fais, c'est pas par plaisir. Me mettre le cul dans un bain froid à 4h45 du matin, à 4 degrés, c'est pas juste parce que ça rend bien à l'image. Non, parce que quand il n'y a pas d'image, je l'ai fait une fois en me filmant, c'est cool, t'es fier. Le lendemain, quand il faut y aller, le surlendemain, j'y vais, j'ai pas envie. Mais ça apporte des choses. C'est la discipline, dire j'ai ça, donc mes décisions seront clean, j'aurai la tête le plus claire possible, alors que je suis flingué et que c'est dur. mais voilà. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Donc pour recontextualiser, tu te mets tous les matins, avant 5h du matin, tu rentres dans un bain où l'eau est à 4 degrés. Ouais. Et ça va, tu veux en parler? Je vais peut-être prendre le canapé, m'allonger, parler de ma chère maman. Ça fait combien de temps que tu fais ça? J'ai commencé... pour faire un bain froid, il faut acheter des trucs. Donc j'ai commencé par la douche froide. Et on était quand à Risoul? Septembre de l'année dernière. C'est ça, ouais. Ça oui, fait autant. J'allais dire début d'année. Ouais, non, pas du tout, c'était pour l'anniversaire d'Emma. C'était ses 2 ans, on a fait ses 2 ans. Chérie. Donc ça fait depuis août de l'année dernière que je prends des douches froides tous les matins. Et le bain froid, c'est arrivé, je pense, fin d'année. Parce que la douche froide, sauf à Risoul où l'eau elle doit être à peu près à 10 degrés, C'est ça. peut-être un peu moins, c'est pas suffisant pour obtenir Des résultats que tu je souhaites. voulais. Et puis il faut être immergé au complet, non quand même, parce que l'idéal c'est ça, oui, pour avoir les vrais bénéfices. Et donc ça fait depuis début d'année que je fais ça. Et c'est quoi les bénéfices pour toi de ça? Alors, ceux qui m'ont bluffé, c'est l'énergie immédiate et long terme. C'est-à-dire que, je fais de la muscu, j'ai déjà essayé les boosters, les machins, tu prends, et puis après, BOUM, la grosse claque dans la tronche. Souvent, c'est ça. Ou le café, pareil, tu prends un café ou beaucoup de café, dum. Là, en fait, ça monte en énergie et puis ça reste très longtemps, même si je suis fatigué. Donc, même si je suis fatigué, tout ça, c'est mieux longtemps. La gestion des émotions, gestion du stress, tout ça, je me suis rendu compte que, parce qu'il y a des moments où on le fait moins, il y a un moment où mon bain froid est tombé en panne, donc voilà. Et là tu te rends compte que les décisions, la montée en puissance est plus forte. Et en fait ça fait énormément de bien après. Même maintenant pendant, mais quand je rentre dedans, non. Tu restes combien de temps dedans? C'est 2 minutes, 5 à 6 jours par semaine.
je reste 2 minutes dedans et effectivement immergé jusque-là. Et puis voilà. Et puis ça a un vrai effet sur le système immunitaire. Sauf au tout début où j'ai commencé le bain froid, je suis tombé malade, mais C'est vrai. bien, ouais. Et depuis, par contre, ça peut tomber malade à la maison ici, machin, et ça va très bien. C'est du mélaminé. Ouais, il y a du bois quand même un peu dedans. Mais voilà, donc les effets sont là. Et puis ça c'est une partie, mais ma diète est énorme sujet. Il y a qu'un truc que je néglige, que j'arrive pas, c'est le sommeil. Tu dors combien de temps par nuit? Parce que pour te lever à 4h, tu te lèves à quelle heure du coup si tu fais Je me lève à 4h45 exactement. 4h45 tu te Et lèves. je vais directement dans le bain froid. Disons que si on enlève la partie insomnie qui arrive, moins maintenant, mais qui arrive, je me couche assez tôt, mais disons j'arrive à faire 6 heures par nuit. C'est correct. C'est Oui, correct, c'est mais il te manquerait peut-être une heure. Bah en fait ouais, quand j'arrive à faire toute l'année... Bah aujourd'hui c'est bien, mais bon, on a eu un deuxième enfant, parce que ça j'ai été pas mal occupé, dans les 4 ans on a eu 2 enfants quand même aussi. Je sais pas. On a eu notre petit Jules et bon, tu dors pas en plus la nuit, machin, c'est chaud. Si t'arrives à faire toute la semaine 6 heures, ouais, ça passe largement. Par contre, c'est quand t'as une ou deux nuits là-dedans qui sont un peu tronquées, là, ça pique, ça pique fort. Voilà. Mais c'est le seul truc que je néglige, sinon je fais effectivement du sport et la diète et voilà. Tu en fais où du sport? J'ai mis ma salle de sport ici. J'avais une salle, un home gym bien complet et je la mets à disposition. Au début c'était ouais trop bien et puis aujourd'hui je suis tout seul en fait. Oui, au début t'avais toute l'équipe Du qui- monde, enfin, pas tout le monde mais j'avais du monde qui allait. Ouais. Il y a une personne dont on n'a pas parlé. Ma Lulu. Lulu. Ouais. Tu peux nous expliquer un petit peu, nous la présenter Lucie, c'est déjà dur rien que d'y penser. Lucie, on s'est rencontrés, j'avais 17 ans et demi en Franche-Comté. Elle en avait 18, c'est pour la petite histoire, je suis de fin d'année, elle de début d'année, donc il y a toujours un conflit. Elle a pris un petit genou. Elle a pris un petit genou pendant un moment, elle faisait du détournement de mineurs. Et puis bon, pas du tout, à la base tous les deux on s'est rendu compte plus tard qu'on avait prévu de rester 2 semaines ensemble. Et puis aujourd'hui on a 2 enfants, on a fait plein de choses merveilleuses et on est ultra complémentaires et je suis fou amoureux d'elle, vraiment, mais vraiment. Et puis ça fait partie aussi d'un choix, parce qu'on reste pas, on reste pas avec quelqu'un aussi longtemps. C'est un choix puisque c'est beaucoup de vulnérabilité. C'est-à-dire que demain ça s'arrête pour une raison ou pour une autre. Chaud. Très chaud. Et pourtant, j'ai dit aussi dans l'épisode d'avant, c'est aussi la personne que je pense qui subit le plus mon excessivité. Donc ouais, on s'est rencontrés, on est mariés depuis 2016, septembre 2016. Ça va faire 10 ans. Ça va faire 10 ans et alors elle est en plus j'ai un objectif à 10 ans mais ça restera entre nous je crois. Mais voilà, ça fait 10 ans et puis on a passé du coup cette fois-ci le cap de on a passé plus de temps ensemble que séparés. Donc c'est génial. Ah oui. Ouais. Ah, c'est ouf. Et aujourd'hui, donc, on a notre petite Emma et notre petit Jules qui nous accompagnent et qui nous font autant de bien que de mal parfois. Mais chérie. Et ta parentalité Hein dans tout ça, parce que Emma elle a quel âge? Emma, elle va avoir 3 ans en septembre, elle a 2 ans et demi là. Ouais, et Jules? Jules, il va avoir 1 an en juillet, 1er juillet. Donc est-ce que ça... Parce que du coup c'était un tout petit peu après DLRI que Emma, oui. est née, enfin, Oui, chose près. 1 an après. Est-ce que ça t'a changé certaines façons de voir les choses dans ton entreprise par rapport à la parentalité? Est-ce que ça t'a bousculé dans le quotidien? J'imagine que oui, mais qu'est-ce que ça t'aurait apporté de devenir papa? Qu'est-ce que ça t'a apporté?
C'est une vraie dualité. Parce que justement, l'idée c'est de réussir le challenge. Et j'ai mis beaucoup de choses de ce côté-là de côté. Alors, malgré tout, je suis très porté sur le coaching, tout ça, donc il y a des limites que je ne dépasse pas. Lucie est garde-fou là-dessus. Bien que ce soit plus compliqué depuis qu'il y a Jules, clairement, parce que ça fait double, quand même, triple presque quand on a deux enfants. Mais en fait, il y a eu des moments très durs au tout début de l'arrivée d'Emma, où je l'ai pas vue pendant des semaines, parce que je partais trop tôt, je rentrais trop tard. Tu as dormi ici aussi des fois? Oui, ouais, souvent. Et au début, ou alors je partais d'ici, il était 22-23h et je revenais à 4h. Ouais. Donc ouais, c'était compliqué. Alors ça n'a pas été sur une durée non plus, mais voilà. Et donc ce que ça m'a apporté, c'était quand même malgré tout, dans ces périodes-là, d'essayer au maximum de réduire et d'être plus performant. Pour moi, c'est facile, je le disais, pour moi, c'est facile de faire plein d'heures. C'est facile. Justement, avec cette rigueur, cette aisance de faire des heures, c'était très simple. Par contre, il y avait quelque chose de plus important. Et puis, il y avait aussi ma pauvre Lulu qui était à la maison, qui galérait aussi, parce qu'elle devenait maman, jeune maman. Il faut se retrouver avec tout ça. Et donc, il a fallu aussi un peu adapter, mais c'est là où Lucie est extraordinaire, c'est que je l'ai pas tant fait, quoi. Je l'ai pas tant fait. Et c'est pour ça que, encore une fois, que je dis, je pense pas qu'elle le dise comme ça. Il y a ce qu'elle, si on l'interrogeait, il y a ce qu'elle dirait, parce qu'on s'est dit les choses, on en parle beaucoup, on prend des décisions ensemble, et il y a ce qu'elle vit vraiment, ce qu'elle suit vraiment, et qu'elle dirait pas forcément. Mais je le Pour te sais. protéger. Ouais. Oui, et puis protéger notre projet quand même, qui est semi-commun, et puis elle aussi, enfin c'est, oui, pour me protéger. Et tu disais qu'elle était présente dans la prise de décision, alors moi je sais qu'elle est présente dans la pièce. Ah. Mais quelle est sa place dans ton quotidien d'entrepreneur, dans les grandes décisions stratégiques, les changements de vie qu'il peut y avoir Dans les décisions, de toute façon, les décisions globales, on les a dessinées ensemble. On a bossé sur nos visions tous les deux pour savoir. Ça, c'était chaud, parce qu'on a bossé sur un exercice de vision qu'on a défini ensemble. On se l'est pas dit, et le truc, c'était en gros, si ça matche pas, on fait quoi? Tu sais, c'est génial ces exercices, mais tu sais où tu veux aller d'une clarté la plus limpide possible. Et imagine ta moitié, la personne que t'aimes le plus au monde, tu te rends compte qu'en fait sa vie elle est ailleurs. Banco, on n'avait ni Emma ni Jules, on se retrouve à voir la même maison dans la vision, avec des particularités, 2 enfants, un garçon et une fille plus grande, dingue. Et sans en parler, hein. Je suis pas un gars perché. Mais il y a des trucs, tu te dis, chaud. Quand même. Ouais, chaud quand même. Ouais. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui. On a la chance, on a la plus grande chance d'avoir un garçon et une fille, un garçon, et puis voilà. Donc oui, dans les grandes lignes, oui. Ce qui est plus compliqué aujourd'hui, c'est que maintenant, il faut dérouler. C'est plus simple quand tu viens de reprendre une boîte. En vrai, au début, tu dis, t'as l'euphorie du début. Les 3 premières années, 0 semaine de vacances. Avec un enfant. L'année dernière, 2 semaines. Une semaine. Bon. Mais le plus dur, c'est pas ça. Le plus dur, c'est quand tu prévois des vacances de Noël. Que t'as une grosse merde dans l'entreprise et que t'appelles et puis que tu dis, Lucie, tu pars sans moi. Tout ça, en fait, à force, ça pique. Et en fait, ça fait que t'as ce que tu décides. Et puis au quotidien, avant tu partageais le quotidien de merde, machin, et là en fait il y a des moments, il y en a tellement
que tu dis, bon ben, j'essaye de l'épargner aussi, parce qu'elle aussi a ses sujets. Et ça impacte quand même. Donc aujourd'hui, et je parle de là actuellement, c'est chaud. C'est chaud pas entre nous, mais c'est chaud le quotidien. On est dans l'investissement de notre temps pour réussir ce qu'on veut demain. Ça marche, on va nous pourrir. Parce que on sera encore à peu près jeune, on aura certainement de l'argent, on aura 2 enfants adorables, on aura réussi tout ce qu'on a envie dans la vie. Aujourd'hui, j'en connais peu qui ont cet investissement qu'on a aujourd'hui. Pour moi, c'est ok. Pour Lucie, elle investit quelque part sur le projet que je porte. Mais par contre, sans elle, je fais rien en fait. Claire, je fais pas tout ça. C'est un peu ton pilier. Tu parlais des piliers de l'entreprise. Il y a aussi tes piliers perso. Ouais. Ça, elle en fait partie. Est-ce que c'est le seul? Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que... Bah, il y a moi et ce que je sais faire. En fait, j'ai appris à me servir du coaching comme ça, mais ça vient de moi. C'est ok, il y a moi. Mais le vrai pilier, il est chez moi. Et c'est important que je rentre chez moi, peu importe les heures que je fais. L'important pour moi, en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est ça qui est délicat, c'est que je fais beaucoup d'heures. Mais les meilleures décisions que je prends et le moment où j'arrive à avoir le plus de clarté d'esprit, c'est quand je suis le dimanche chez moi avec mes gosses, avec mes enfants, avec Lucie, ou sur le vélo ou machin, et qu'on est ensemble. Et je prends les meilleures décisions pour l'entreprise. C'est super perturbant. Ouais, parce qu'il y a un vrai sujet en fait là-dessus, un peu contradictoire presque, je trouve. Complètement contradictoire. C'est une dualité qui est ouais, affolante. parce que tu te dis, pourquoi tu fais des heures? Tu fais des heures pour faire avancer les choses, pour dire je me plonge dans mon truc, je développe, du coup je dois avoir normalement aussi les idées qui viennent dans ces moments-là, parce que tu réfléchis, t'es en pleine réflexion sur ton sujet et sur ton entreprise. Et en fait tu te rends compte que, et moi ça je l'ai beaucoup vécu aussi, c'est de prendre, quand d'un coup tu prends du recul, consciemment ou pas, ce que j'expliquais dans le dernier podcast, et d'un coup tu te vois différemment, tu as une vision différente, et c'est un peu contradictoire entre je taffe comme un malade mental, entre guillemets toute la semaine, et le week-end je prends un peu de recul, et c'est là où j'ai mes meilleures idées. Tu te dis, mais t'es pas toujours en perpétuelle réflexion de comment améliorer ce genre de choses, comment... En fait, le biais du coaching, c'est l'efficacité. Tu as des exercices qui te permettent en quelques minutes d'aller rechercher et puis de relier à la vision. Quand tu as une vision qui est très très claire, mine de rien, tes décisions, elles sont de toute façon inconsciemment prises en fonction de ça. Malgré tout, il y a le quotidien, le flou qu'il y a, et la dualité actuellement, elle est effectivement, est-ce que je serais pas meilleur patron en étant un peu plus chez moi? Mais ça c'est vrai. Et on revient au coaching de base où j'ai la plus grosse décision de ma vie professionnelle a été les jours où j'ai rien foutu. Et ouais. mais moi, je deviens fou aussi. Et ça te remet pas en question sur un peu ton acharnement, si on peut appeler ça comme ça, sur la performance, sur taffer pour taffer à fond tout le temps? Des fois tu te remets pas un peu en question là-dessus Je me pose souvent la question. Par contre, une chose est sûre, je ne fais pas ce que j'ai fait. Lucie ne m'accompagne pas sur ce qu'on a fait là. De la Rosalie Industrie, la première année elle tombe. J'ai une chose, et là je vais pas tarir d'éloges ce que j'ai fait là les 4 dernières années. Heureusement que c'était moi à la tête de la boîte. Vraiment. Par ce côté bille en tête, machin. Et ma capacité à avoir cette vision, ma capacité à aller prendre des coachs quand je commence à sentir que je suis là. Donc, quelque part, non. Il fallait le faire. Maintenant, demain, deuxième entreprise, troisième entreprise, quatrième... Peut-être que tu feras les choses différemment, et je pense, parce que dans tous les cas on vit d'expérience, en tout cas de mon point de vue, et tu le feras forcément mieux, te connaissant, et différemment. Différemment, ça c'est certain, ouais. Surtout sur des couples, nos couples se ressemblent plutôt pas mal, je pense, où en fait ta vie d'adulte tu l'as construit avec elle. Ma vie.
Je suis quelqu'un qui a été harcelé. L'énergie, elle vient de là, je pense aussi. Hein. La revanche. J'ai été quelqu'un qui a été harcelé à l'école. J'ai beaucoup souffert de l'école et collège, début lycée aussi. Le lycée est arrivé au moment où je pouvais vriller. Dans le sens, j'ai appris la PNL déjà pour draguer en fait. Et au moment où je me construisais, machin, j'étais en train de jouer un personnage. Elle est arrivée, blah, elle a déballé tout ça, trop fort. J'ai adoré. Et en fait, je me suis construit avec elle. Oui, je me suis construit avec elle. Et les moments où ça va vraiment pas comme tout le monde, bah, c'est là où ça repart. Et c'est intéressant parce que dernièrement, elle a des trucs où d'habitude elle est très dans la douceur, et puis là, il y a eu des trucs où c'était... tu les portes en bandoulière, et puis tu y vas, puis tu démontes tout là. Bon, Ok, ça va. J'y vais, j'ai compris. Et je suis venu et j'ai tout démonté. Ah oui, ce jour-là, ouais, j'ai fait du dégât. Ou ici. Ah oui. Elle t'aide d'avoir du recul un peu sur certaines choses, ou de par les échanges que vous avez, ou pas? Du recul, non, elle met... Là, en fait, aujourd'hui, elle est très occupée. Et elle m'aide dans les moments où vraiment je sens que seul, je suis tout seul. Hein. Oui. Tout seul. Ça, Ce que tu voulais pas au début. Ce que je ne voulais pas au début. Ouais, genre, ouais. Et aujourd'hui, je suis très très fier de parce que comme j'ai dit, j'ai fait le tour un petit peu des sujets qui pouvaient arriver dans l'entreprise, même s'il peut toujours y avoir pire dans un sujet à chaque fois. Ouais. Mais voilà, il y a eu le tour du RH, de la machine, du 1 mois et demi d'arrêt avec chômage technique, du financier, du fiscal, tout ça. Et donc aujourd'hui, je suis très fier de tout ça, mais je pense que ça aurait pu être un peu plus doux en étant en binôme. Mais d'un autre côté, ça m'arme pour ma vision globale. Donc tout est parfait quelque part. Aujourd'hui, ça pique. C'est fatigant. Tu veux te développer en achetant d'autres boîtes? Ouais. Toujours dans une partie usine? Industrie. Dans l'industrie de manière générale. Ok. Les cibles vont être le potentiel par rapport à l'humain. Ok. Dans l'industrie. Bah, c'est ce que tu disais tout à l'heure, tu mets vraiment l'humain, la performance de l'homme au milieu de l'industrie. Vraiment. En fait, alors il y a des projets sur des sujets plus passion que ce que pourrait être la fenêtre bois initialement. Dans l'aéronautique, on verra ce que ça donne. Mais voilà, le prisme il est là, c'est se bosser avec des personnes passionnantes et passionnées et leur amener ma vision, leur permettre d'atteindre une vision et leur donner les moyens de bosser. Les 3 trucs que j'ai définis depuis le début en arrivant chez Delors Industries, c'est leur donner une vision de là où on va, les aider à trouver la vision, leur donner les moyens d'atteindre cette vision et autant que possible de trouver les moyens d'atteindre cette vision avec le plus de plaisir possible. C'est tout le temps ça, et ça a été, je crois, la 2e semaine de la reprise où j'ai dit mon job il est là. Et à chaque fois que je vois une entreprise qui est à céder, je me dis est-ce que les personnes qui sont là collent à cette vision? Il y en a beaucoup. Super. Et tu parlais tout à l'heure, parce que bon, c'est toujours le vaste sujet d'un chef d'entreprise, hein, la solitude. Demain, tu parles d'aéronautique, ça peut être autre chose. Tout seul, à 2, tu as quelqu'un peut-être en tête, comment tu vois la chose? Ce qui est exceptionnel, c'est que dans le cas là, de base c'était pas prévu, et en fait il se trouve qu'il y a quelqu'un qui aimerait s'associer. D'accord. À voir si ça se fait. Non, de toute façon pas tout seul, dans le sens où il va se passer un truc avec d'autres associés minoritaires, tout ça. Et puis qui sait, voilà, je sais pas. Aujourd'hui, j'ai pas de piste en tête particulière. Ok, non, c'était. Mais l'idée, et si ça fonctionne, parce qu'il y a ça aussi, il n'est pas du tout question de laisser DLR, clairement. J'aime trop maintenant ce qu'on a fait, j'adore cette entreprise. À la fois, c'est leur bébé aussi. Et ils vont avoir besoin là très vite que je leur laisse un peu plus de place. Comme j'ai dit, je prends beaucoup de place, du fait d'être déjà là beaucoup.
Il y a des gens qui ont pris du leadership ici et qui ont juste besoin que je leur laisse la place. Et donc ça va être génial parce que ça va eux aussi, ça va nourrir tout le monde en C'est un fait. challenge commun. C'est un Ouais. challenge commun et un bénéfice commun. Et donc voilà, on verra comment les opportunités se présentent. Et je vais pas aller trouver quelqu'un pour m'associer juste parce qu'il faut que je m'associe. Ça va être Oui, encore bien une fois sûr. pour nourrir un projet. Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure. S'associer, oui. Maintenant, voilà, on met ça sur papier, on regarde. Quel Qu'est-ce que apport t'apportes ça fait réellement quoi, dans le deal. ma vision aussi, parce que Ouais. c'est important que quand tu amènes quelqu'un avec toi, qu'il y ait une vision qui soit partagée aussi, Sinon, sinon ouais. c'est un peu difficile. Quoi. Tu parlais tout à l'heure que tu t'es formé à la PNL jeune. Ouais. Aujourd'hui, toutes ces compétences d'analyse comportementale au quotidien, puisque tu disais que quand tu prospectes une nouvelle entreprise, ce qui va être le plus important pour toi, c'est de voir le potentiel humain de la boîte. J'imagine que ça te sert beaucoup de pouvoir analyser aussi ce genre de choses. Quelle place ça prend dans ton quotidien et concrètement, comment ça se passe? Partant du principe que c'est ma plus grande force et aujourd'hui je le revendique et c'est ma seule force qui est, ce mot il est un peu brutal je trouve, d'être leader, mais c'est un mot valise bizarre, mais en tout cas de mener l'équipe, c'est juste essentiel. Et c'est une seconde nature quelque part. Plus ça va, plus j'ai mis énormément de techniques, j'ai utilisé énormément de techniques pour rassurer mon côté cartésien, et plus ça va et plus en fait je me laisse aller dans le ressenti, et quand j'ai besoin je le rassure avec voilà, ok, donc il y a ça mais oui clairement c'est fabuleux comme outil, et je le partage à des techniques aux personnes avec qui je travaille, mais oui, ça a un avantage considérable, c'est même un avantage sérieux par rapport à des concurrents, confrères, ou des personnes qui voudraient racheter en même temps, parce que on comprend très très vite beaucoup de choses, et c'est plaisant aussi, parce qu'on sait comment se comporter avec aisance, avec n'importe qui aussi, enfin dans les grandes lignes, je dis pas que je suis à l'aise tout le temps, mais c'est vrai que ça permet de se positionner proprement avec les gens que je côtoie, et surtout de pas jouer un rôle, quoi. Le rôle que je jouais avant la reprise, c'est ça. Est-ce qu'il y a un sujet que tu voudrais aborder ou un conseil à donner aux gens, ou une phrase, une petite phrase, ou une longue phrase, comme tu veux, qui t'inspire au quotidien, un mantra? Pas vraiment, enfin moi oui, mais c'est trop ça m'est trop propre en fait, et ça servirait pas grand monde, mon mantra à moi. Non, par contre, c'est si ça intéresse du monde, allez-y, parce que voilà, bossez sur votre vision, quoi. En fait, s'il y a un conseil, c'est ça, c'est bosser sur ce qu'on a vraiment envie et pas de ce qu'on croit qu'on a envie de montrer aux gens. C'est super important. Je bossais sur la vision avec quelqu'un dans l'entreprise, et en fait, au bout d'un moment, il y a eu un mur, et en fait, c'était juste parce que la vision, c'est tellement présent l'image que la personne voulait rendre que on a l'impression, on verra, parce qu'on est au milieu de ça, on a l'impression que les personnes voulaient montrer quelque chose, et donc avaient construit sa vision personnelle à travers le regard des autres. C'est normal, mais c'est tendancieux, et on joue un rôle qui est différent. Moi aujourd'hui, une chose est certaine, c'est que je joue pas du tout le rôle d'un autre. Et que depuis que c'est ça, c'est dur, parce que c'est un investissement quotidien très fort. Mais au moins je sais que quoi qu'il arrive, c'était moi, et c'était pas un autre, quoi. Donc ça, bosser sur soi, et si on en ressent le besoin, et puis go. Et puis s'il y en a qui sont intéressés par le projet, je suis toujours ok pour en parler, au contraire. Il faut qu'on participe à tout ça. Super. Eh bien, Benoît, merci. Merci à vous, beaucoup. c'était intéressant, ça a gonflé mon ego, tout ça, c'était cool. On va regarder combien de fois la vidéo? Je vais la laisser tourner, hein. On a des écrans à l'entrée, on va laisser tourner. Pendant une heure. Moi, j'aimerais bien finir sur un truc. Je t'avais charrié un peu sur le fait de venir faire un bain froid chez toi. Ouais.
Moi, je pense que quand on s'engage face caméra, L'engagement social. un engagement social auprès de nos interlocuteurs, et je prends l'engagement pour Swan aussi, hein, parce qu'il viendra, Très clair. il faut qu'on vienne et faire ça. Et je propose même, maintenant, Qu'on vise. qu'on se cale une date. Mm. Ok. Alors moi ça va aller. Hein. Quoi qu'il arrive, tu seras toi. Ouais. Est-ce Moi qu'on- ça va, ça ira. on rentre à 3 dedans? Non, Non. non c'est un congélateur quand même. C'est un congélateur modifié, faut te mettre Ok, les choses ok. au clair. Par contre, on peut pour l'occasion prévoir, je le fais comme ça pour éviter les glaçons, les machins, mais on peut prévoir un truc, une auge à vache, Ouais, c'est bien, ou quelque chose où on peut rentrer. tous les trois. On Ça- peut ça- carrément ça le peut être faire sympa. et on emmène Théo. Théophile, le rotophile. Moi, non, pas dans le bain, moi. Ah, toi tu filmes Oui, oui. Non, mais je trouve ça important. Pourquoi? Parce que j'ai jamais fait, je sais pas quelle sensation ça peut donner. J'adore, j'aime beaucoup le changement. Je suis fan. Et pour le coup, je trouve que participer au quotidien Là, c'est cool. de nous trois, c'est génial, et je pense que ça fera On le mettra dans beaucoup rire dans les un internautes, ça podcast. fera beaucoup rire ceux qui nous regardent, Ouais. et nous un peu moins. Je pense aussi. Ouais. Après, Ouais. peut-être après coup, mais Mais sur le moment, non, pas du tout. Ça met un peu de Mais temps à se réchauffer. j'imagine. Surtout la ouais. première fois. Ouais. La première fois j'avais Donc, fait une hypothermie. Hein. J'ai mis beaucoup de temps à me Ouais. réchauffer. on fait ça après la sortie de cet épisode. Allez, on fait ça. C'est parti. Vendu, Ok, c'est bon, vendu. c'est engagé. Abonnez-vous. Tu couperas. Tu couperas tout ce discours là, c'est trop. Non, donc voilà, bah écoute, c'est engagé. Merci Benoît, merci pour ta franchise, merci pour tout. Et même si en effet on connaît déjà ton histoire, mais je trouve qu'on en apprend toujours plus sur qui tu es. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Commentez, nous dire ce que vous en avez pensé aussi. Ouais, carrément. Et voilà, on est en constante amélioration. Je pense que c'est important.